Salut tout le monde. Alors je vais commencer par quelques news, notamment concernant le mois de juin. J'ai été assez absent parce qu'une très grosse partie du mois de juin a été consacrée à la préparation puis au tournage du prochain Fossoyeur. Comme vous allez vous rendre compte très bientôt, c'est un gros morceau, vraiment, à la fois à préparer, à tourner, mais aussi à monter. Je suis en plein dans le montage là. Mais aussi parce que c'est un double épisode. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant, mais ça va être un double épisode avec Nexus 6. On a fait une sorte de diptyque avec une histoire suivie, avec le premier épisode qui se déroule sur la chaîne de Nexus, c'est un épisode de Nexus, et le deuxième épisode qui sera sur ma chaîne, ça sera le Fossoyeur 36. Ça sera un épisode qui marchera vraiment en tant qu'épisode du Fossoyeur à part entière, qu'on peut regarder indépendamment, mais il fonctionne mieux dans le cadre du diptyque. Enfin, vous verrez ça. On va essayer de vous publier ça pour la mi-juillet, donc ça va être un très gros boulot de montage. Je vais essayer de m'y consacrer vraiment essentiellement. Donc parallèlement à ça, je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos selon l'inspiration comme celle-ci. Pas prise de tête, vraiment pour vous parler des coups de cœur et coups de gueule du moment concernant les sorties. Également, juste pour vous annoncer la tenue de la 3e édition du festival Frames. Pour vous rappeler, c'est un festival dédié à la création vidéo. Ça se déroule à Avignon et ça sera les 29 et 30 septembre. Je vous mets tous les liens dans la description, bien entendu. Ça va être une édition assez fat, avec une très bonne programmation, avec plein d'activités, vous allez voir. Et si tout se passe bien, j'aimerais vous diffuser le tout dernier épisode du Fossoyeur en avant-première à Frames. Voilà, va falloir que je trace. Juste pour repréciser par rapport aux gens qui me demandent encore sur les réseaux et tout ça, la chaîne ne va pas s'arrêter après le Fossoyeur. C'est juste l'émission du Fossoyeur en tant que chronique fiction qui va s'arrêter. C'est vraiment ce format d'émission. Mais la chaîne continue. Et voilà, je crois que c'est tout pour les news. On va passer à la vidéo. Ouais, ça me semble bien de passer à la vidéo. On va parler science-fiction et des sorties science-fiction de juin, quelques sorties. Alors, Solo, il n'est pas sorti en juin, il est sorti fin mai, mais c'est une actu de juin. Vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur Solo et sur Jurassic World 2, donc je vais vous le donner, mais surtout je vais en profiter pour, juste après, vous conseiller 2 autres films de SF sortis en juin qui sont autrement plus intéressants. Donc voilà, Solo et Jurassic World 2. Pour moi, il n'y a pas de surprise, quoi. C'est vraiment des symptômes de l'industrie cinéma grand public actuelle, quoi. Ce sont des produits, au sens premier du terme, majoritairement inodores, incolores, sans saveur, dans lesquels essaient de se débattre quelques auteurs par-ci par-là, qui essaient d'imposer quelques fulgurances, quelques idées, mais spoiler, à la fin, c'est la grosse machine qui gagne. Ça se voit surtout dans le cas de Jurassic World 2, avec Bayona, qui est un très très bon réalisateur, et il a apporté un truc de mise en scène bien à lui, une approche vraiment du fantastique, tous les jeux d'ombre, tout le jeu sur les peurs enfantines, qui est assez intéressant, et quelques fulgurances de mise en scène qui sont assez cool, vraiment, notamment dans toute la première partie du film sur l'île, que j'ai trouvé étonnamment fun, vraiment comme une version ouvertement nanardesque et vraiment décomplexée et fun du Monde Perdu, en plus coloré. Et il y a certains trucs, par contre, je dis nanardesque, mais pas au sens méprisant du terme, très loin de là, il y a un côté vraiment série B+, qui fonctionne très très bien. Et il y a certains trucs vraiment de mise en scène qui sont super bien vus, notamment quand ils sont dans la boule qui tombe dans l'océan. Il y a ce plan séquence à l'intérieur de la boule avec Bryce Dallas Howard et son comparse, dont j'oublie le nom, qui essaie de se débattre, il y a l'eau qui rentre, il y a les dinosaures qui tombent, qui s'enfoncent dans l'eau à côté, dessous il y a l'abysse, il lève la tête, il y a juste l'explosion du volcan, il y a une espèce d'atmosphère de cataclysme qui prend vraiment à la gorge, quoi. Et ça fonctionnait super bien. À ce moment-là, le film m'avait plus ou moins conquis, je me dis putain, si ça continue comme ça, c'est super. Sauf que ça continue pas comme ça. Il y a cette image à la fin quand ils sortent de l'île avec c'est un brachiosaure, je sais plus, qui leur fait coucou en mode bon bah les gars, je vais rester sur l'île, bande de salauds. C'est un peu le film qui dit ça aux spectateurs, quoi. Bon bah ciao, hein, l'amusement va s'arrêter maintenant. Et il y a encore quelques trucs de mise en scène un petit peu intéressants dans la suite du film, mais c'est comme s'ils avaient grillé tout le pognon sur la première partie et que pour la suite ils s'étaient dit bon, on va rester dans le manoir, hein. Ce qui est une fausse bonne idée, parce que c'est pour être une bonne idée au sens, tiens, on délocalise Jurassic Park, on sort de son cadre habituel, et on fait une sorte de huis clos, dans une atmosphère, je sais pas, néo-victorienne, de manoir un petit peu à l'ancienne. Néo-victorienne, tous les historiens vont me reprendre, mais c'est pas grave, vous voyez de quoi je parle. Sauf que ça dure beaucoup trop longtemps, ça s'étire, en fait, l'écriture du film tombe comme un soufflet. Il y a certains arcs narratifs qui sont juste jetés en mode, on en a rien à foutre, prenez, cassez-vous. Genre tout le truc sur le clonage humain. On s'est regardé dans la salle de cinéma avec les gens avec qui j'étais, on était, c'est une blague. Tout le truc sur le clonage humain qui jetait en mode au fait, clonage humain, ciao. Et c'est pas possible que les 2 scénaristes, dont Colin Trevorrow, le réalisateur du premier, aient juste jeté ça comme ça. Je veux bien croire qu'il y ait certaines erreurs dans le scénario, que ce ne soient pas forcément des très très bons scénaristes, j'en sais rien.
Mais tu peux pas jeter juste un truc comme ça, ce qui me fait dire que forcément il y a eu d'autres scènes tournées, il y a eu beaucoup plus de trucs développés dans le scénario à ce niveau, mais le studio a exigé des coupes dans les scènes qui ont fait juste allez vous me virez ça, c'est pas important, les gens, clonage, machin, et on passe à autre chose. Et Bayona a dû être le premier à faire oh putain mais mon film ressemble plus à rien, mais vous abusez les mecs. Donc voilà, Jurassic World 2, un exemple de plus de produits de studio dans lesquels ils prennent un auteur pour dire ah on adore ce que vous faites cher auteur, venez chez nous, mais ne faites pas ce qui fait de vous un auteur intéressant s'il vous plaît. Ah et oui j'oubliais, la question du format sur Jurassic World 2, c'est un truc qui m'a pas mal interpellé, parce qu'en fait toute la saga a commencé avec un format bien particulier qui est le 1,85. Ce qui permet juste d'avoir une certaine hauteur dans le cadre, qui permet de bien retranscrire juste la taille des dinosaures, le fait d'être juste vraiment émerveillé par cette taille, même terrifié quand c'est un tyrannosaure par exemple. Et à partir de Jurassic World, le premier, ils sont allés sur un format 2, qui est un format assez inhabituel, où en fait ils ont resserré le cadre. Et là sur Jurassic World 2, ils sont passés à du 2,35, qui est du scope en fait traditionnel, où l'image est beaucoup plus resserrée. Et c'est pas adapté. Je suis désolé, c'est pas du tout adapté. Quand on voit l'affiche du film, là, avec les personnages avec la boule, le T-Rex qui hurle et le volcan derrière, ça marche super bien sur l'affiche, parce qu'il y a cette sensation de waouh, de hauteur écrasante. On est juste, c'est vertigineux. Il y a ce plan dans le film, complètement écrasé par les bandes et par la hauteur du cadre très étriqué, qui a beaucoup moins d'impact. Et quand tu fais un film sur des dinosaures qui jouent sur les différences d'échelle, tu peux pas ne pas avoir une certaine hauteur dans le cadre, donc je comprends pas trop. Et dans la deuxième partie du film, ils passent leur temps à filmer des dinosaures plus petits, notamment dans le manoir, ou des dinosaures grands qui sont couchés parce qu'ils sont en captivité, donc ça passe mieux à l'image, mais c'est comme s'ils avaient trouvé juste une astuce de scénar pour... Je sais pas en fait si c'est le cadre qui s'est adapté au scénar qui se passait dans des endroits bien moins grands, ou si c'est juste le contraire. Mais pour en venir à Solo, là je parlais de Bayona dans le contexte de Jurassic World, Solo a eu aussi beaucoup de problèmes de production, comme vous le savez sûrement. Au début c'était les deux réalisateurs de Lego Movie qui étaient censés le réaliser, ils ont commencé le tournage, ils ont tourné un certain nombre de trucs, ils ont plus ou moins été virés. Je ne reviens pas sur les détails et tout ça, mais voilà, Ron Howard est entré dans le jeu, et il a fini de réaliser le film, il a retourné aussi certaines scènes. Et Ron Howard, c'est pas comme Bayona, c'est pas un auteur avec des marques de fabrique, avec des partis pris. Ron Howard, ça a toujours été un faiseur. Un bon faiseur, hein, il a beaucoup de savoir-faire, il a fait des bons films, ça je vais pas dire le contraire, mais ça reste un faiseur. Apparemment, Lucas lui avait proposé de réaliser Le Retour du Jedi, il avait proposé à Lynch aussi, mais il l'a aussi proposé à Ron Howard, il me semble. En fait, Ron Howard, à une époque, aurait dû réaliser un Star Wars, et quand je vois Solo, je me dis, bon, c'est pas plus mal qu'il l'ait pas fait. Après, peut-être qu'il aurait été plus performant à l'époque, j'en sais rien. Mais voilà, Solo, pareil que Jurassic World, c'est tellement fade, c'est fade, mais comme l'interprète principal qui s'en est pris plein la gueule, mais au bout d'un moment, c'est un bon acteur, quand je l'ai vu dans le AD César, les frères Cohen, c'était un bon acteur, mais c'est juste qu'il n'est pas bien casté, on voit qu'il n'est pas à sa place, son interprétation évolue vraiment au fil du film, ils lui ont filé un coach apparemment, peut-être que ça a eu un effet quoi, au fil du film il devient un petit peu plus cheeky, un petit peu plus sûr de lui, mais c'est comme s'il surjouait le charisme d'Harrison Ford sans arriver vraiment à l'atteindre. Donc il y a un truc d'entre-deux. Donc soit tu vas dans l'imitation et tu prends quelqu'un qui vraiment dégage le même type de charisme qu'Harrison Ford, soit tu vas sur quelqu'un qui fait complètement autre chose. Mais là, c'était cet entre-deux vraiment bizarre. Et le film a commencé à me divertir à partir de la course-poursuite dans le Maelstrom, où là, il commence à y avoir quelque chose qui se débloque, qui fonctionne bien. Il y a des images aussi, enfin, qui deviennent un petit peu marquantes, parce que le reste du film est d'une impersonnalité totale. Là, dans le Maelstrom, il y a ce plan vraiment de loin, où on voit le faucon tout petit avec son réacteur. D'un seul coup, il y a un éclair qui montre une créature qui dépasse l'entendement, quoi, qui est juste absolument gigantesque, presque Lovecraftienne. Et je sais que ces trucs de rapport d'échelle sont très en vogue aujourd'hui, mais ça fonctionne bien. Et à partir de là, le film devient correct. Mais avant ça, bordel, moi, le principal souci que j'ai eu avec Solo, c'était la lumière. J'en ai parlé un petit peu sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah non, il n'y a pas eu de souci dans mon cinéma, apparemment il y avait des différences de projection. » Alors je sais qu'il y a beaucoup de cinémas qui veulent faire des économies de lumière, des économies d'électricité, par exemple, quand on est en 3D, sur un projecteur qui nécessitera 2 ampoules, ils vont juste faire marcher une seule ampoule, ce qui donne cette sensation de moins de luminosité, c'est vraiment pour faire des économies d'énergie. Après, je sais pas ce qu'il en était, j'ai pas vu Solo en 3D, et heureusement, parce que même en 2D c'était imbitable, pendant 1h10, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu les visages. Après, il y a un parti pris en fait d'éclairage qu'ils ont depuis Rogue One, qui est les éclairages naturels en fait, les éclairages qu'on voit dans le cadre, sans rehausser avec des lumières hors champ pour éclairer les visages ou quoi que ce soit. Sauf que dans Rogue One, ça fonctionnait super bien, c'était beaucoup mieux géré, c'était vraiment un beau film, Rogue One, avec des vrais partis pris de mise en scène aussi,
Sauf que Solo, c'est imbitable, on ne voit rien. Il n'y a pas que la première scène, quand ils sont sur la planète natale de Solo, où c'est juste bleuté, sombre, boueux. Tout le reste est bleuté, sombre, boueux. Même cette scène qui se met dans un imaginaire de Première Guerre mondiale, des tranchées et tout ça, ça pourrait être joli. Il pourrait y avoir vraiment un jeu sur les contre-jours, notamment. Sauf que c'est boueux, c'est torve, il n'y a pas de contraste, en fait. C'est ça le problème, ce qui fait que tout a l'air d'une grosse boue. Et à partir du moment où ils vont sur la planète enneigée, je me suis dit, ah putain, on va enfin voir quelque chose. Et juste après, il y a juste une discussion entre Chewie et Han où on voit toujours pas les visages. Et on voit jamais les visages jusqu'à 1h10, 1h20 de film. Même la discussion quand ils sont chez le méchant interprété par Paul Bettany, qui est un beau set, en fait, là où vit ce méchant, quand ils entrent, il y a cette espèce de plan en contre-plongée, un petit peu travelling, où waouh, il y a un truc qui se passe, et là il y a un vrai contre-jour mis en place en tant que contre-jour, qui fonctionne, qui est beau, et après ils s'assoient tous autour d'une table, enfin tous en rond, pour discuter, et on voit même pas les visages. Il y a juste Emilia Clarke qui a vaguement une lumière de côté qui éclaire une toute petite partie de son visage. J'étais, oh putain, c'est Emilia Clarke, et le reste je sais même pas qui parle. Bon, je caricature un peu, mais c'est presque ça, et je sais pas, c'est moche, je trouve ça très très moche. Et pour le reste, c'était pas très très intéressant. Après, à la base, je suis pas le public type pour ce film parce que, sincèrement, savoir comment Chewie et Solo se sont rencontrés, j'en ai plus ou moins rien à foutre, personnellement. Mais après, bon, pourquoi pas. J'ai trouvé Donald Glover plutôt bon dans son rôle, sans surprise, mais après Lando Calrissian, j'attendais qu'ils en fassent quelqu'un qui n'est pas juste un petit voyou, enfin voilà, quelqu'un juste qui a du bagou, qui est juste dans ce truc-là. On le voit un petit peu quand il essaie de sauver sa copine robot, qui a un petit peu plus derrière ce côté très superficiel du personnage. Mais pour le reste, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de Solo. Ces deux films m'ont laissé... C'est ce que le Nerdwriter a appelé l'épidémie des films passables. Tout ceci étant posé, je vais donc en profiter pour vous conseiller deux autres films que j'ai vus récemment de SF. Et le premier, c'est Real Life de Matteo Gil, qui est un réalisateur et scénariste, et surtout connu pour avoir été le scénariste de Amenabar, sur Thésis, sur Ouvre les yeux, sur Agora, et ainsi de suite. Donc un mec qui a déjà œuvré dans la SF, notamment avec Ouvre les yeux, une SF un petit peu grinçante, vraiment qui part de principes plus encore anticipation, vraiment une SF très ancrée dans notre quotidien, et vraiment, il y a un côté très Black Mirror, pour ainsi dire, chez Matteo Gil. Et là, Real Life, en fait, ça parle de cryogénisation. C'est le héros, Marc, il s'appelle Marc, qui est atteint d'un cancer de la gorge et qui va décider, en fait, de se suicider avant que son corps se désagrège, enfin Putain, c'est quoi le mot ? Quel est le mot ? Se détériore pour se faire cryogéniser et se faire décryogéniser, sortir de la stase, bien après, quand la science sera en mesure vraiment de le réanimer et de soigner ce qu'il a. Et ça se passe, on va dire, début années 2000, et en fait, dans les années 2080, effectivement, il va être réveillé, il va être, à partir de son cerveau et de quelques organes par-ci par-là, il va être reconstitué par clonage, ces autres organes. À partir de là, il va avoir vraiment des allers-retours entre le passé et son présent, dans le futur, ça a du sens, pour montrer en fait quel est son background, quel est son rapport à ses proches, qui l'ont vu prendre cette décision, comment ça se répercute aujourd'hui quand elle a été réveillée. Et c'est intéressant parce que ça part du principe justement que peut-être qu'il avait pas tant envie d'être réveillé que ça. Qu'est-ce qui se passe après la résurrection? Il y a tout un parallèle qui est fait avec Lazare, la figure de Lazare qui a été ressuscité par Jésus. Et ça part du principe vraiment, est-ce que justement c'est pas la sensation de faim qui fait que notre vie a du goût et on peut y trouver du sens. Tout le délire transhumaniste de trouver l'immortalité, de faire continuer les gens, cloner les organes, tout ça, est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce qu'on poursuit ça juste parce qu'on peut ou parce que ça a un sens pour nous? Et ça pose toute cette question intéressante, ça pose aussi la question de qu'est-ce qui fait de nous des humains? Où se trouve l'âme? Est-ce que Marc reste Marc parce qu'ils ont sauvegardé son cerveau? Est-ce que l'âme est dans le cerveau? Est-ce qu'il y a une âme? Est-ce qu'il y a tous ces questionnements qui sont vraiment intéressant, que le film va pas traiter jusqu'au bout au sens où il va pas créer un vertige total. J'ai pas ressenti ce vertige où il te fait sortir en mode « Oh putain, ça m'a vraiment fucké la tête ». Mais il y a beaucoup de questionnements super bien posés. Il y a un petit ventre mou au milieu du film, vraiment, où ça pesantit un petit peu trop sur les doutes du mec. En même temps, c'était nécessaire pour montrer son cheminement. Il y a quelques personnages un petit peu trop caricaturaux, comme la figure, bien sûr, du médecin démiurge qui veut conquérir la vie et qui se prend pour Dieu. Mais globalement, il y a un côté très sophistiqué, très Black Mirror justement, jusqu'à la pirouette finale, je vous en dis pas plus, mais qui est... Il y a un côté à la fois, bien sûr, très sophistiqué, un petit peu à la Ex Machina d'Alex Garland, qui est très beau à l'œil, mais qui manque pas d'âme, en fait. Et à ce niveau-là, ça m'a fait penser au film de... comment ça s'appelle ?
Cahill, celui qui a fait High Origins notamment, dont je vous avais parlé dans une vidéo, qui est de la SF qui pourrait très rapidement devenir trop cérébrale, mais qui en fait reste profondément humaine, qui parle vraiment avant tout de cœur. Et il y a tout un truc dans le film, justement dans les allers-retours entre le passé et le présent, qui est très très touchant, avec plein de collections de souvenirs, de moments, de petits moments qui saisissent la vie, avec une musique vraiment qui enrobe le tout, qui fait ressentir vraiment le passage du temps, qui fait à la fois relativiser sur ce passage du temps, qui est vraiment très émouvant. En fait, un petit peu dans la veine de ce que Villeneuve a fait avec Premier Contact, sur ce côté très ça t'emmène, c'est comme une symphonie de vie. Donc je vais pas vous en dire plus pour pas trop vous spoiler le film, mais je vous conseille Real Life si passe encore par chez vous. En même temps, c'est un film qui date d'il y a 2 ans, mais qui est sorti aujourd'hui, en juin, en France. Et pareil pour celui dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle How to Talk to Girls at Parties, qui est sorti qui a été fait l'année dernière, mais qui sort que maintenant en France. C'est John Cameron Mitchell qui l'a fait. Avant ça, j'avais juste vu un seul de ses films, qui était Hedwig and the Angry Inch, au début des années 2000, qui m'avait beaucoup plu. En fait, c'est une adaptation d'une nouvelle de Neil Gaiman, celui qui a écrit notamment American Gods. Et putain, c'est une bouffée d'air frais ce film, c'est une bouffée d'air frais. C'est complètement barré. Ça m'a fait penser vraiment à Kaboom de Greg Araki, dans le côté à la fois très sexualisé, ça parle de l'éveil à la sexualité et à ce qui est considéré par la société comme de la sexualité déviante, parfois par des adolescents notamment, ou des jeunes adultes. Ça parle de sujets graves, parfois très sombres, mais avec une bonne humeur et un pet au casque qui sont super libérateurs et qui te donnent juste un sourire improbable pendant tout le film. Alors en fait là c'est à la fin des années 70 ou début 80, 3 ados au fait qui sont dans la scène punk en Angleterre, qui vont tomber sur ce qu'ils croient être dans une after party, sur une secte super bizarre. Et en fait c'est pas vraiment une secte, c'est une colonie extraterrestre, on va se rendre compte. Et il y a une petite extraterrestre qui est jouée par Elle Fanning qui va s'amouracher de notre héros, qui va le suivre, et va s'en suivre un imbroglio d'intrigues complètement décomplexé. Il y a un truc très vivant dans le cinéma de John Cameron Mitchell, mais déjà dans Hedwig and the Angry Inch, il y avait un truc très libérateur, très punk déjà à l'époque, très punk vis-à-vis de la bien-pensance de la société, et par rapport à cette bien-pensance, le message de John Cameron Mitchell est simple, c'est celui-là. Et là, c'est juste libérateur, il y a Nicole Kidman qui joue une sorte de découvreuse de talent punk. À la fois, tu te sens qu'elle s'éclate vraiment dans ce rôle, et à la fois, tu sens que c'est quelqu'un de très policier, Nicole Kidman, qu'elle a eu du mal à se sortir de ce truc, c'est comme quelqu'un qui essaye trop d'être un petit peu déglingué. C'est presque un petit peu embarrassant à certains moments, mais pas totalement, parce que c'est quand même très très fandard. Et voilà, le film se disperse dans beaucoup de choses, ce qu'on pourrait taxer à certains moments de délire New Age, un petit peu vain, un petit peu juste boursouflé. Mais il est tellement généreux dans tout ce qu'il raconte et tellement juste décomplexé que ça fait vraiment du bien. Et je parlais par rapport notamment à Solo et à Jurassic World, de tous ces films aujourd'hui qui sont juste inodores, incolores, sans saveur, bah aujourd'hui plus que jamais, des trucs foutraques qui maîtrisent pas leur bordel, et bah ça me fait du bien. Même s'ils maîtrisent pas leur bordel, ils sont foutraques, mais ça sent la vie, ça sent quelque chose qui essaye, ça sent quelqu'un derrière, ça sent... On peut le toucher, quoi. C'est pas un truc complètement désincarné. Et là, il y a des tics de réalisation chez John Cameron Mitchell qui sont plus trop d'actualité aujourd'hui, des sortes de ralentis saccadés, des angles complètement improbables, des éclairages. On dirait presque un film de la fin des années 90, début 2000. Mais pas dans le sens régressif du terme. Il y a un truc vraiment un petit peu hors du temps qui fonctionne très très bien. Et encore une fois, beaucoup de cœur dans ce film. Notamment l'épilogue m'a assez ému. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Et voilà, que vous dire de plus sans spoiler le film? Je ne sais pas. Je pense que tout simplement, je vais vous conseiller de voir Real Life et How to Talk to Girls at Parties. Je vous dis à très très bientôt pour peut-être une ou deux petites vidéos à la cool comme ça. Et puis jusqu'à mi-juillet avec le prochain Fossoyeur / Nexus 6. Et voilà, à très bientôt. Ciao!